Bonjour, bonsoir, nous sommes Max, et Guillaume en pleine forme de retour et ravis de vous retrouver pour ce 9e épisode de la saison 6 de Tranche de couple et c'est aussi notre premier épisode de l'année 2025. 2025. C'est un épisode qui s'intitulera On n'est pas sorti de l'auberge. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, en pleine forme, on verra ça. On verra si on arrive à ne pas s'endormir d'ici la fin de l'épisode. Oh, quand même. Vous comprendrez pourquoi. Parce que des auberges, on en a vu quelques-unes au cours des dernières semaines, mais on racontera tout ça un peu plus tard. Alors, on vous souhaite tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année. Et on vous remercie d'être là avec nous pour continuer à écouter ce podcast. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à continuer à vous proposer ce podcast régulièrement. Merci Max. Premier sujet d'actualité qui va probablement être nous prendre la majorité de notre temps. On n'est pas sorti de l'auberge avec l'arrivée en trombe, j'ai envie de dire, de Donald Trump pour son second mandat comme président des États-Unis. C'est désormais le 47e président des États-Unis depuis le début de cette semaine. Exactement. Et il s'est passé beaucoup de choses quelques tranches de notre vie. Autour de Donald Trump, y compris d'ailleurs avant son inauguration qui a eu lieu le 20 janvier. Et donc, je voulais d'abord revenir sur un premier point qui est le rapport du procureur spécial Jack Smith. Alors, Jack Smith est celui qui avait été nommé au département de la justice américaine pour finalement être le procureur en charge de préparer finalement les différents dossiers d'accusation de Donald Trump. C'est un rapport qui date donc d'avant l'inauguration Exactement, du il a président. été publié le 17 janvier 2025, donc juste 3 jours avant, parce que, vous le savez, suite à l'élection de Donald Trump, en fait, toutes les charges qui avaient été retenues contre lui, tous les procès qui étaient en cours, globalement, ça a fait pouf. Voilà, alors on peut globalement résumer le rapport de Jack Smith. En gros, ce qui confirme, c'est qu'il y avait largement assez de preuves pour obtenir la condamnation de Donald Trump lors d'un procès. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Donald Trump avait finalement essayé toutes les manœuvres possibles pour reporter le début de ce procès, ce qui finalement aura réussi, puisque Donald Trump a pu être réélu. Donc en fait, le rapport sur les événements du 6 janvier, c'est un rapport de 137 pages avec pas mal de références, des annexes qui couvrent non seulement l'insurrection au Capitole du 6 janvier, mais aussi les tentatives multiples de Donald Trump et de ses alliés pour renverser les résultats de l'élection 2020 en se concentrant sur 4 grandes initiatives. 1, les pressions qui ont été exercées sur des responsables d'État où Biden avait clairement gagné pour, entre guillemets, trouver des voix supplémentaires en faveur de Trump. La création de groupes de faux électeurs dans des États clés où Biden avait gagné. Les efforts visant à nommer un nouveau procureur général qui aurait promis à Trump d'utiliser le département de la justice pour déclarer que les élections dans certains États en faveur de Biden étaient illégales. Et enfin, le rôle de Donald Trump dans l'incitation de la foule qui a pris d'assaut le Capitole le 6 janvier. Donc finalement, la publication de ce rapport, c'est une espèce de triste fin de cette épopée pour essayer de faire condamner Donald Trump au vu de ses actes répréhensibles. Mais c'était aussi un moyen finalement de s'assurer que tout ça ne soit pas complètement enterré et que ce rapport soit publié, rendu libre de lecture par tout le monde pour pas finalement enterrer ces tentatives de renversement de la démocratie américaine par l'ancien président qui est désormais nouveau président. L'ex-futur ancien président.
Exactement. Alors Guillaume, tu peux nous dire 2 mots peut-être de l'inauguration de Donald Trump qui a eu lieu le 20 janvier à Washington? Absolument, une inauguration dans un format inhabituel, puisqu'elle n'avait eu lieu dans ce format qu'une seule fois au cours du XXe siècle. Naturellement, on ne sait pas exactement pourquoi, mais l'équipe de campagne de Donald Trump a pris la décision d'organiser une inauguration, non pas à l'extérieur, où il aurait fait, il est vrai, il faisait cette semaine des températures assez polaires. On était sur du -10, -15 à Washington Oui, il DC. fait froid quand même. Hein. Il fait relativement froid et donc aurait demandé à ce que l'inauguration ait lieu non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du Capitole, dans la fameuse rotonde. La rotonde, c'est le centre du Capitole, sous la coupole. C'est là que se passent énormément d'événements protocolaires pour les États-Unis. C'est là que les anciens présidents quand ils décèdent, leur cercueil est mis pour être vu et pour que les gens puissent leur rendre hommage. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé suite au décès de Jimmy Carter il y a quelques semaines seulement en arrière. Et donc, Donald Trump a demandé que son inauguration ait lieu à l'intérieur, non pas à l'extérieur. Du coup, on ne fera pas du tout de lien avec la polémique qui a eu lieu lors de la première inauguration de Donald Trump, où... En fait, il y avait peu de monde, en tout cas sur les photos qui étaient présents. Ça n'a absolument rien à voir naturellement. Aucun lien fils unique. Aucun lien fils unique, c'est ça. Ça n'a pas manqué de créer un certain nombre de couacs et de premiers soucis vis-à-vis des citoyens américains, n'est-ce pas, qui se précipitaient alors ça se passe aux États-Unis, pour les inaugurations, il y a un système de tickets qui est mis en place et chaque élu fédéral a droit à un certain nombre de tickets qu'il peut distribuer, quel que soit son bord politique, démocrate, républicain. Et donc on a vu un certain nombre notamment d'élus démocrates, comment on va dire ça, pas payer les pots cassés, mais se protéger vis-à-vis des gens à qui ils avaient donné des billets. Certaines personnes avaient pris déjà des billets d'avion, des hôtels sur Washington. On imagine que les hôtels à Washington pour la nuit de l'inauguration étaient, je ne sais plus, à 800 ou 1000 euros, 1000 $ en moyenne. C'est pareil en euros. Donc c'est absolument pharaonique, même pour Washington DC. Et puis, donc, voilà, c'est un certain nombre de gens qui se retrouvent à Washington sans avoir vraiment grand-chose à faire le jour de l'inauguration. Alors, il y a des bals qui sont aussi organisés, il y a des soirées qui sont organisées un peu partout dans la ville ce jour-là, mais sans garantie de pouvoir y rentrer. Voilà. En tout cas, une inauguration, disons, un petit peu plus sobre que la précédente de par son format. J'ai envie de dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose, je dis bien pendant cette inauguration en elle-même, cette cérémonie en elle-même, qui soit mémorable pour petite polémique quand même. Donald Trump, normalement, tous les présidents prêtent serment la main sur la Bible, et Donald Trump a prêté serment la main sur rien du tout. Il a oublié la Bible ? Ah ouais, il n'y avait pas de Bible. Ah, il n'y avait pas de Bible. Ah oui, je me souviens, il y a une petite vidéo avec la tête de Kamala Harris. Puis, on peut peut-être parler quand même du lendemain de l'inauguration, de la messe traditionnelle qui a lieu alors, effectivement, pour inaugurer la cathédrale épiscopale de Washington. Qu'est-ce que peut-être que toi tu veux nous parler de ce qui s'est passé, puisque c'est un beau symbole dont on a envie de se souvenir et qui nous rappelle l'humilité, j'ai envie de dire. Oui, l'évêque de cette cathédrale, alors je ne me rappelle pas son nom, mais Guillaume va la retrouver tout de suite, a fait un sermon et elle a terminé son sermon. Marianne Budd. Voilà, elle a terminé son sermon par quelques mots, finalement très en phase avec le message de l'Évangile sur la nécessité. Ayez pitié des gens qui ont peur maintenant dans notre pays. Il y a des gays, des lesbiennes, des trans, des enfants gays, lesbiens et trans, qui sont dans des familles démocrates, républicaines et indépendantes, qui ont peur pour leur vie. Elle a aussi dit que l'immense majorité des migrants ne sont pas des criminels, ce sont souvent des bons voisins et des gens qui ont la foi, des gens actifs dans les communautés religieuses. Et qui font vivre en fait les États-Unis en faisant les métiers ingrats. C'est ceux qui ramassent les poubelles, qui travaillent la nuit dans les hôpitaux. Et donc, elle a appelé à un message...
de tolérance, et qui tranche avec toute cette ambiance qu'il y avait quand même autour de l'inauguration. Alors naturellement, Donald Trump n'a pas beaucoup apprécié. Il a demandé le lendemain des excuses. Il a dit qu'elle était méchante. Elle avait été méchante. Voilà. Alors on est déjà sur du bon niveau. On remerciera quand même, je pense, cet évêque d'avoir porté ces paroles. Et il faut savoir que cet évêque, elle a été connue aussi parce que elle avait proposé à la famille de Matthew Shepard, qui est un jeune gay qui avait été assassiné brutalement il y a 20 ans ou 25 ans. Il y a 20 ans, finalement de mettre le cercueil de Matthew Shepard l'enterrer dans la cathédrale pour éviter que en fait sa tombe ne soit finalement profanée. Voilà. Donc ça, c'est autour de l'inauguration. Et au-delà des discours, il y en a eu pas mal. Donald Trump, il a aussi fait des gestes importants. Hein. Il avait annoncé que sa présidence commencerait sous les chapeaux de roue. Et donc, Guillaume, il a signé 33 ce qu'on appelle executive orders, donc des ordres présidentiels qui s'appliquent immédiatement. Donc, on n'est pas obligé d'attendre une loi du Parlement. En gros, c'est ce qui relève ou ce qui relèverait, puisque parfois il est un petit peu, il va au-delà de ses compétences, mais en tout cas des compétences que le président peut avoir, et c'est une manière de gouverner aux États-Unis. C'est un petit peu comme des décrets en France qui peuvent être pris, et donc ça permet d'avoir une application immédiate. Et donc comme ça n'est pas une loi, c'est des choses qui sont aussi réversibles. Donc, quand Biden était arrivé, il avait supprimé un certain nombre de décrets qui avaient été pris par Trump. Et bien, Trump aussi a fait l'inverse et a lancé un certain nombre de décrets, d'ailleurs largement inspiré du projet 2025, qui est la Bible des conservateurs américains. De l'extrême droite américaine, je crois qu'on peut le dire. Effectivement, donc 33 ordres présidentiels exécutifs, on ne va pas revenir sur tous, mais naturellement, vous douterez de quels les principaux parlent. On a d'abord l'immigration avec la suspension des entrées légales, l'état d'urgence avec intervention de l'armée, notamment à la frontière mexicaine, reprise de la construction du mur, expulsion massive, restriction du sol pour les illégaux temporaires, cartels désignés comme terroristes. Si on devait commencer par là, on pourrait dire que ça commence déjà mal pour Donald Trump, puisqu'il y a plusieurs vols partant pour le Mexique pour rapatrier des immigrés illégaux ont été interdits d'atterrissage dans le pays, et donc dû retourner aux États-Unis. Il y a un juge fédéral qui a suspendu sa décision sur la restriction du droit du sol, puisque en vertu de la Constitution, le juge a déclaré que cette décision était tout simplement illégale. Tout à fait. Donc on va sur des batailles judiciaires, sur des décrets présidentiels qui sont pris mais qui ne seront pas actifs nécessairement immédiatement ou qui le seront après d'âpres batailles judiciaires. Climat et énergie également. Retrait de nouveau de l'accord de Paris, c'était déjà retiré en 2016. État d'urgence énergétique en autorisant des forages de plus en plus importants, et notamment dans des parcs nationaux, des parcs protégés, des zones protégées et des zones, des réserves appartenant aux autochtones. Y compris en Alaska, hein, donc la préservation de l'environnement, là, c'est très important. Santé, ils vont se retirer de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est le seul pays aujourd'hui, les États-Unis, à ne plus faire partie officiellement de l'Organisation mondiale de la santé. Il avait été assez chaudé sur le Covid, notre ami Trump. C'est ça. Et deux pays, donc la Chine a déjà annoncé qu'elle était prête à faire un effort financier pour combler le départ des États-Unis. Mais Michael Bloomberg, le milliardaire, a lui aussi annoncé qu'il était prêt à couvrir les frais que les États-Unis ne paieraient plus dans l'OMS. Affaire à suivre. Diversité des genres, on est sur des questions tout aussi idéologiques, j'ai envie de dire, que l'immigration. Deuxième cheval de bataille, la question du wokisme. On vous l'a déjà dit, selon moi, le wokisme n'existe pas, mais c'est une opinion tout à fait personnelle. En tout cas, c'est un sujet important pour eux, mais
qui est un sujet qui pour eux est très symbolique mais qui a des impacts majeurs. 2 genres uniquement reconnus à l'état civil, avec notamment en effet pour les personnes trans, clôture des programmes et du bureau pour la diversité au niveau fédéral, et l'équité et l'inclusion dans tous ces programmes sont également stoppés dans l'ensemble du gouvernement. On a vu passer d'ailleurs une lettre qui incitait les employés à dénoncer sur une adresse mail anonyme si certaines agences commençaient à vouloir masquer des projets existants pour les maintenir et maintenir l'emploi qui était lié sous d'autres termes. Voilà, on est dans une super ambiance quand même. On a vu pas mal de parents, on a pu lire un article sur pas mal de parents notamment parents homosexuels, qui avant l'arrivée de Trump, avaient déjà essayé de commencer à prendre des mesures pour mettre leurs enfants à l'abri. Alors ça peut prendre différentes formes, mais notamment via comment renforcer leur parentage via des décisions de justice. Voilà, on est sur une bonne ambiance pour les minorités, puisque ça vaut aussi pour tous les programmes fédéraux de bourse vis-à-vis des Afro-Américains. Voilà, c'est beaucoup de choses on est encore dans le vif du sujet, il y a des choses qui vont se mettre en place. Bon, naturellement, dans ses décisions, dans ses décrets présidentiels, eh bien, il a détricoté ce que Biden avait fait. Par exemple, il y avait eu une interdiction, ou des sanctions vis-à-vis des colonies israéliennes. Eh bien, ça a été enlevé. La reconnaissance du gouvernement à Cuba, ça a été enlevé aussi. Sur l'économie, Donald Trump a pris des décrets sur le coût de la vie pour promouvoir l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies. Il a décidé de déclassifier les dossiers sur les assassinats de Kennedy et de Martin Luther King. Alors ça, c'est une promesse qu'il avait fait durant la campagne, un peu dans cette logique de transparence. Et enfin, il a pris la décision de renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Ça, c'était aussi quelque chose qu'il avait annoncé dans la campagne, une espèce de grande lubie. Soit disant que ça a fait augmenter le prix des œufs, le fait que ça s'appelle le golfe du Mexique. Voilà, on vous laisse avec ça. Autant j'aime bien sourcer, autant je crois que là on va avoir des choses que j'ai juste pas envie de creuser, quoi. Bref. Les processus de confirmation des ministres sont en cours, et par exemple le ministre de la Défense a été de manière très très juste validé par le Sénat hier. Et tu voulais, Guillaume, peut-être faire le dernier point sur le Groenland ? Je ne sais plus si vous en avez parlé avant les vacances, mais il y a eu toute une série de déclarations de Trump sur plusieurs pays, le Panama, le Danemark et le Canada notamment, sur des histoires d'annexion, de tarifs qu'ils mettraient en place. Donc ce qu'ils appellent les tarifs, c'est des taxes en fait sur des produits bien spécifiques ou sur un pays bien spécifique pour en répression entre guillemets de positionnement anti-américain de ces pays. Et donc le Danemark, qui est quand même le pays d'Europe qui fait le moins parler de lui, un des pays d'Europe qui fait le moins parler de lui, parce que voilà, c'est un pays qui est plutôt en bonne forme économique, n'a pas de gros soucis de société, a des gouvernements qui ont su juguler la montée des extrêmes, se retrouve au milieu d'un combat de Trump et là, pour le coup, on est sur un combat qui va au-delà de l'idéologie, puisqu'il y a eu un appel hier entre Trump et la première ministre danoise qui, manifestement, s'est très, très, très mal passé, où il a réitéré sa volonté d'une façon ou d'une autre de mettre la main sur le Groenland. Le Groenland appartient au Danemark depuis plus de 800 ans maintenant. On est donc sur un mec qui veut potentiellement rouvrir des conflits territoriaux dans des pays en Occident. On avait plus vu dans des pays en Occident, on n'avait plus vu ça depuis des guerres de sombres souvenirs, et puis surtout des pays alliés, puisque le Danemark et les États-Unis font tous les deux notamment partie de l'OTAN. Je ne sais pas, Max, comment tu vois les choses. Moi, ça me laisse un peu perplexe. J'hésite entre perplexe, pantois. Non, mais c'est absolument absurde. Après, c'est la logique de Donald Trump de faire monter les enchères en se disant que, en fait, quand il fait monter les enchères, il en retire toujours quelque chose.
Donc peut-être que finalement ça sera pour autre chose. Après, il avait déjà eu il avait fait une focalisation sur le Groenland déjà dans son premier mandat. Il avait tenté d'acheter le Groenland et ça n'avait pas réussi. C'est vrai que le Groenland est placé dans un endroit géostratégique qui est extrêmement important, hein, à proximité des pôles, et puis il y a des ressources énergétiques extrêmement importantes. Il y a des futurs passages qui vont s'ouvrir, notamment pour des futurs passages commerciales avec la fonte des glaces. Donc de fait, c'est stratégiquement très important, et c'est vrai qu'on a l'impression que là, Donald Trump se comporte comme un espèce de petit dictateur. Ouais, c'est ça. Mais avec à la tête de la première puissance mondiale. Ouais, c'est ça. Donc ça va être compliqué parce que je pense que ça a moyen de rassembler vraiment les Européens en soutien du Danemark et contre les États-Unis, parce que là-dessus... Mais est-ce que les Européens auront les couronnes pour le faire ? Ça, je ne sais pas. Bon, et puis, dernier sujet, parce qu'en fait, j'ai oublié l'avant-dernier sujet. Donald Trump et ses ministres ont globalement annoncé qu'ils voulaient une paix négociée en Ukraine dans les 30 jours pour arrêter la mort de milliers de personnes. Il a pris des décisions pour geler les livraisons de munitions à l'Ukraine, et en parallèle, il a mis la pression sur le Kremlin. Alors ça, c'est une dynamique un petit peu intéressante quand même, parce que dans un sens... on s'attendait potentiellement à ce que finalement Donald Trump s'allie avec Vladimir Poutine et que ce soit l'Ukraine qui en fasse les frais. Pour l'instant, on a l'impression que quand même la pression elle est quand même davantage sur la Russie, et les États-Unis n'ont pas complètement arrêté tout soutien. Ils ont arrêté les livraisons de nouvelles munitions, mais quand même, voilà. On va voir. On ne sait pas trop comment ça va se passer et surtout quelles vont être les conditions d'un cessez-le-feu, probablement en première étape. Et il faut savoir qu'il y a quelques heures, l'équipe de Trump a annoncé qu'il n'était pas contre le fait d'utiliser le fonds Kellogg, qui est un fonds d'avoir russe gelé, pour acheter des armes en faveur de l'Ukraine, ce qui est une prise de position qui va à l'encontre d'un rapprochement direct avec le Kremlin. Voilà, bon, donc à voir, c'est un peu difficile de prédire les choses. Ok, ben voilà pour cette rubrique d'actu. Guillaume, je suis pas sûr qu'on a le temps de faire d'autres sujets. Non, je crois qu'on va garder d'autres sujets pour notre prochain podcast. On aura de quoi vous parler. On vous parlera sans doute d'Elon Musk. On vous parlera d'Israël. Je suis déjà fatigué rien que de penser à ces sujets. Bon, reprenons un peu de ton de légèreté. On vous parlera on essaierait de trouver des actualités un peu plus légères. Mais en parlant d'actualités légères, si on parlait de la Belgitude, c'est ça ? C'est exactement. Tout à fait. Eh bien, voilà, on est en retour d'une longue pause. On avait l'embarras du choix. On avait le retour du Pipi Gate, saison 2, avec Théo Franken, une vidéo de l'été dernier qui ressort pour ce politique de la NVA flamande qui est en train de faire pipi dans la rue à Bruxelles au cours d'une soirée bien arrosée. Le dernier qui en était victime, c'était le ministre de la Défense à l'époque. Ou alors la déneigeuse introuvable à l'aéroport de Bruxelles au moment où il commence à neiger. Non, je préfère vous parler aujourd'hui, puisque vous connaissez mon côté avgeek, mon côté fan d'avion, de comment est-ce que la Belgique alimente son réseau électrique avec des turboréacteurs de Boeing 707. Le Boeing 707, c'est le tout premier avion conçu par Boeing il y a 60 ans en arrière. Et donc, la Belgique utilise des réacteurs de Boeing 707 dans des cas extrêmes où les réacteurs, notamment les réacteurs nucléaires, ne peuvent pas suivre la demande. Alors, ils fonctionnent naturellement avec du pétrole, hein, ils n'avancent pas tout seuls, mais des réacteurs sont extrêmement puissants puisqu'ils permettent de pallier le manque de certains des réacteurs nucléaires. La Belgique est dans une situation énergiquement compliquée, puisqu'en 2021, le gouvernement, un petit peu endoctriné à l'époque, avait décidé de se passer des réacteurs nucléaires, sauf que sans vraiment prévoir comment ça allait se passer d'ici 2025, 2 ont déjà été fermés. On se retrouve donc dans des tensions régulières et des prix de l'électricité qui explosent, y compris venant de pays voisins comme la France, qui, elle, a passé
ces troubles énergétiques d'il y a 2 ans et aujourd'hui dans une situation tout à fait confortable. Et on se retrouve donc dans une situation qui, selon certains, doit être très grave puisque les prix de déséquilibre sont de l'ordre de 1 000 € par mégawattheure, voire plus cher, c'est-à-dire 10 ou 15 fois plus que les prix habituels. Il faut savoir que ces turbojets, ces moteurs d'avion ont déjà servi plusieurs quarts d'heure consécutifs puisqu'ils sont alimentés par quart d'heure, selon Mathias Demery, qui est le cofondateur du fournisseur d'énergie Elindus. Voilà, donc la Belgique qui essaye notamment pendant la période de froid de janvier, de se chauffer avec des avions, des moteurs d'avion. C'est cocasse. On se dit que ça serait quand même moins polluant d'utiliser des réacteurs nucléaires. Bon, ben voilà, c'est intéressant. Allez, on passe tout de suite à la rubrique vie de couple. Et Guillaume, on va revenir sur notre break, nos vacances de Noël et nos vacances prolongées dans le Pacifique. Eh ben oui, parce que si on vous a abandonné pendant un mois, sniff, c'était pas juste parce qu'on avait besoin d'une pause, c'était que parce que on allait faire une pause et on allait faire une pause à 18 000 km d'ici. Certains le savent, ceux qui nous suivent, qui nous connaissent, on s'est mariés il y a 7 ans. Et 7 ans et demi maintenant même. Et puis pour notre mariage, on était un peu traditionnel et on avait dit qu'on voulait faire un voyage de noces. Et ce voyage de noces, on avait dit qu'on voulait le faire en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie ? Parce que Max notamment a de la famille là-bas, que c'est une destination qui nous paraissait extrêmement belle et intéressante à visiter, sauvage aussi. Mais depuis 7 ans, il y a eu plein de choses qui se sont mises. C'est difficile d'une part de trouver 3 semaines et demie d'affilée pour partir, parce que il y a quasiment une journée d'avion pour y aller. On fait pas ça tous les 4 matins, on fait pas ça sur 10 jours. Et puis il y a eu le Covid, et puis de nouveau compliqué de trouver le bon moment. Et là, on a eu un espèce de créneau. Il y a eu les émeutes aussi l'année dernière qui nous ont fait qu'on a repoussé. Bon, l'idée de se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on prend notre plan B, eh bien, on a fini par se dire au mois de novembre, allez, banco, on vend la caravane, on y va. Littéralement. Je dirais même, on vend un rein, si on devait être précis, mais on y va, on prend des billets et puis on va faire notre séjour en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu, un petit pays à côté. Alors malheureusement, on a dû s'adapter, le Vanuatu ayant malheureusement subi un tremblement de terre un peu avant Noël, le 17 décembre, la capitale a subi un tremblement de terre, ça devenait compliqué d'aller là-bas. Donc on a rechangé nos plans 10 jours avant de partir pour aller en Australie, parce que Max a aussi de la famille en Australie, il a de la famille partout dans le coin. Donc on a fait un peu la tournée des familles. On a eu d'abord notre tournée des familles à Noël, on y reviendra peut-être après, et puis on a fait la tournée des familles en Australie, puisqu'on a fini par faire 3 jours à Sydney et 3 jours à Adélaïde, chez la cousine de Max, avant de reprendre l'avion pour la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc on a eu la joie de passer pas mal de temps avec la famille d'un côté et de l'autre, de découvrir des paysages absolument superbes, et en particulier en Nouvelle-Calédonie, c'est notamment la mer et les couleurs du lagon, les poissons. C'est bleu, vous n'avez pas idée. Les sables est blanc. Le lagon est bleu turquoise, ce n'est pas une légende. Les poissons multicolores, on a pu nager avec des requins, avec des raies, avec des tortues. Et on a réussi à pas se faire bouffer. Voilà, Guillaume était un petit peu stressé par rapport aux requins. Bon, c'est alors vrai qu'il y a eu quelques attaques ces derniers temps. Max était plus stressé par les attaques des émeutiers. Moi, j'étais plus stressé par les attaques des requins. Chacun son degré de... Chacun ses petites marottes, n'est-ce pas ? Alors on en retiendra quand même que le territoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même assez grand. Je sais pas si on n'est pas sorti d'auberge, mais on a visité des auberges d'ailleurs. On a fait à peu près 1300 km en montant tout au nord, passant sur la côte est et redescendre jusqu'à Nouméa. On a été sur l'île des Pins, donc on a été visiter cette île magnifique, où d'ailleurs on a pu faire une plongée dans la mer. Baptême de plongée pour Guillaume. Vraiment
vraiment extraordinaire, Rafraîchissement vraiment super. Et on a fait aussi pas mal de snorkeling, donc avec le tuba et le masque et les palmes, vraiment très très chouette de nager sur le corail. Et vraiment, voilà, on en a pris plein les yeux. Et c'est vrai qu'on doit dire que c'était un petit peu compliqué de revenir lundi matin. On a perdu 30 degrés. On a perdu 10 heures et 30 degrés. C'est ça, 10 heures de décalage horaire, 30 degrés et il neigeait. Autant vous dire que c'était un peu rude. Oui, la semaine aussi. On va ressortir faire péter la lampe de luminothérapie, je crois. Exactement. Et puis, on a oublié la dernière partie, on a passé un petit week-end avec nos amis Jean et Noupour et leurs enfants à Singapour. Et ça, c'était super chouette également. Ouais, vous voyez, même nos voyages, on ne peut pas s'empêcher de voir du monde. Voilà, et qu'est-ce qu'on dit d'autre Non, on a eu le temps de faire un petit Noël Express quand même avant de partir, et ça c'était quand même chouette de pouvoir le faire. Express, mais bien chargé. Hein. Oui, partout. Peu de jours à Lyon et à Paris, mais des jours bien, et en région parisienne, mais des jours bien occupés. On a vu beaucoup d'amis, familles. On a essayé de pouvoir passer du temps, profiter des gens. On n'a pas pu voir tout le monde. On n'a pas pu voir tout le monde, mais tous nos Noëls ne seront pas express. Je crois que là, c'était une situation exceptionnelle, n'est-ce pas, mesure exceptionnelle. On ne pouvait pas. Exactement. On ne pouvait pas ne pas faire ce voyage à ce moment-là, dans les conditions qu'on l'a fait. Voilà, on remercie du coup tous ceux qu'on a pu voir et qui nous ont accueillis chez eux pendant ce voyage. Et c'était vraiment super chouette. Alors peut-être pour terminer, on voulait vous faire un petit point pour ne pas faire que l'actualité et la rubrique vie de couple. Eh bien, pourquoi pas faire une rubrique tech qui est en lien avec l'Union européenne. Comme ça fait un petit peu le petit lien Union européenne du podcast. Paf, paf. Exactement. Alors Max, du coup, je voulais nous parler de Iris Square. Alors Iris Square, donc c'est Iris avec un 2. Donc les Français diront Iris 2, non, c'est Iris Square. Alors c'est une nouvelle constellation européenne pour les communications par satellite qui veut faire concurrence aux constellations américaines, Starlink, mais aussi la constellation Kuiper que Amazon va bientôt lancer, et les constellations chinoises. En fait, il y a 3 constellations qui sont en préparation. Alors, récapitulatif, dans le domaine du spatial, l'Union européenne dispose déjà de certaines capacités. Donc, il y a Galileo, donc c'est pour le GPS, le positionnement. Il y a Copernicus pour l'observation de la Terre à des fins environnementales, donc pour voir comment est-ce que, par exemple, le changement climatique affecte la Terre, et pour les questions de sécurité climatique, tout ça. Et puis, donc ces 2 constellations, elles ont des applications principalement civiles, des applications commerciales. Par exemple, les agriculteurs peuvent utiliser Copernicus. Galileo, c'est utilisé par tout le monde. Mais également, il peut y avoir certaines applications militaires. Et voilà. Donc ça, c'est pour les 2 constellations qui existent déjà. Et donc, Iris Square, qu'est-ce que c'est ? C'est près de 290 satellites sur 2 orbites. Donc l'orbite qu'on dit LEO, l'orbite basse, et l'orbite MEO, donc l'orbite moyenne. Cette constellation, elle fournira des services de connectivité sécurisés, donc à l'Union européenne et à ses États membres, et puis une connectivité, ce qu'on appelle large bande, aux autorités gouvernementales, aux entreprises privées et aux citoyens. Et ça permettra aussi d'avoir un Internet haut débit pour faire face aux zones blanches, là où il n'y a pas de connectivité. Alors, qui c'est qui l'a construit, qui la finance, et puis à quel horizon est-ce que cette constellation sera déployée ? Alors d'abord, il faut savoir que c'est un partenariat public-privé. Donc la Commission européenne a signé un contrat avec un consortium industriel qui s'appelle SpaceRISE. L'Union européenne financera 60% de la facture, soit un peu plus de 10 milliards d'euros, ce qui permet d'initier le projet. Et le consortium industriel, lui, va investir autour de 4 milliards d'euros. Alors le soutien public vise notamment à permettre aux opérateurs qui mettront en œuvre la constellation de bénéficier des dernières technologies dans le domaine spatial, donc la 5G, les charges utiles régénératives sur les satellites, et puis les technologies de communication entre les différents satellites. C'est des technologies qui aujourd'hui ne sont pas encore pleinement matures et opérationnelles en Europe, et donc finalement grâce à cet argent frais, on va pouvoir investir et disposer de ces technologies. Alors les opérateurs
opérateurs, donc il y en a 3 opérateurs satellites qui finalement vont utiliser cette constellation pour renforcer bien leur service. Donc sur l'orbite moyenne pour l'opérateur SES, sur l'orbite basse pour Eutelsat, qui fait la télévision par satellite, et un mélange des deux, et puis un focus plutôt géographique pour l'Amérique latine, pour l'opérateur Hispasat. Alors la mise en service, eh bien, elle est prévue pour 2030-2031. Et au final, pour conclure cette rubrique, pourquoi est-ce que c'est important ? D'abord parce que l'industrie spatiale européenne, il faut savoir que elle était un petit peu elle connaît une passe un peu difficile, notamment parce que Starlink a explosé le marché. Et donc, à la fois du côté des constructeurs, en particulier Thales Alenia Space et Airbus Space, mais aussi les opérateurs, eh bien, avoir ce projet, avoir ces financements européens, ça leur donne une nouvelle bouffée d'oxygène. Alors, deuxièmement, de manière peut-être un peu plus géostratégique, l'objectif, c'est de ne pas être totalement dépendant de solutions américaines ou chinoises dans un environnement spatial qui est de plus en plus congestionné, parce que, il faut savoir que notamment Starlink, avec ses satellites, il y en a partout. Et puis, enfin, il faut savoir que Iris-2, bien sûr, aura des applications gouvernementales et militaires, avec ça permettra d'offrir des connexions sécurisées, et donc un gros enjeu de souveraineté. Voilà j'espère que vous aurez appris des choses sur IRIS² et pourquoi est-ce que c'est important pour ce qu'on appelle l'autonomie stratégique européenne. Merci Max. Écoute, je ne sais pas si on est sorti de l'auberge ou pas. En tout cas, c'est une auberge qui est quand même assez lointaine pour le coup, même si elle vole en constellation. Alors, c'est déjà la fin de ce 9e épisode de la saison 6. On vous le disait, un épisode où on n'est pas sorti de l'auberge, une année 2025 qui s'annonce sur les chapeaux de roue. Bien compliqué. Alors, si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, bravo et merci, on n'arrête pas de vous le dire. On est vraiment très heureux que vous continuiez à écouter ce podcast et s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre un petit commentaire ou une note ou nous envoyer un petit billet par email. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet et plus pressés. Portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Traitez ce mal de tête post-fête avec beaucoup d'amour et beaucoup de câlins de vos proches, de vos animaux de compagnie, de tous les gens que vous avez autour de vous. On vous souhaite encore tous nos meilleurs vœux pour l'année 2025. Et puis on sera très content de vous retrouver très vite.